Au restaurant, ma sœur a annoncé à tout le monde, sortez d'ici. Allez trouver une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas pour les filles adoptées. Ils ont tous ri et acquiescé. Puis, le serveur a posé devant moi une note de $2000, pour la totalité de leur dîner. J'ai souri, j'ai pris une gorgée, et je l'ai payé, mais c'est alors que j'ai entendu une voix crier, « Un instant, s'il vous plaît. » La réservation était à mon nom. Je l'avais faite 3 semaines plus tôt, lorsque ma sœur, Brooke, avait mentionné pour la première fois vouloir célébrer le 40e anniversaire de mariage de nos parents dans un endroit spécial. L'Amir n'était pas juste un autre restaurant chic. C'était le genre d'établissement où les sénateurs dînaient avec des magnats de la technologie, où les demandes en mariage se faisaient sous des lustres en cristal, et où la carte des vins, à elle seule, nécessitait les explications d'un sommelier. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance, vêtu de la robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour ce soir. L'hôtesse m'a accueilli avec la chaleur étudiée de quelqu'un qui reconnaît l'argent quand elle le voit. Elle m'a conduite à notre table réservée, une alcôve semi-privée qui surplombait le port. 8 sièges étaient disposés autour d'une table en marbre italien importé. Brooke est arrivée ensuite, avec son mari, Tyler, et leurs jumeaux, Mason et Liam. Elle a fait une entrée remarquée, habillée de créateur de la tête aux pieds, ses cheveux blonds coiffés par un professionnel, son rire résonnant à travers la salle à manger. Nos parents ont suivi. Papa, dans son costume du dimanche qu'il possédait depuis 20 ans. Maman, dans une robe à fleurs qu'elle avait probablement déjà portée à 3 autres événements cette année. Cet endroit est magnifique, a dit maman en s'installant sur sa chaise. Ses yeux avaient cette lueur particulière qu'il prenait quand elle essayait de ne pas penser aux étiquettes de prix. Seulement le meilleur pour vous deux, ai-je dit, tendant la main pour lui serrer la sienne. Papa a étudié le menu comme s'il était écrit dans une autre langue. D'une certaine manière, c'était le cas. Qu'est-ce qu'une bouillabaisse? Une soupe de poisson, ai-je expliqué, mais en plus chic. Tyler a ri, d'un rire teinté de quelque chose que je n'ai pas tout à fait réussi à identifier. Il fallait bien que notre analyste financière connaisse la cuisine française. En fait, j'ai juste lu la description en dessous, ai-je dit, en gardant un ton léger. Brooke envoyait un texto à quelqu'un, ses pouces volant sur l'écran de son téléphone. Elle a levé les yeux brièvement. Est-ce que tante Paula et les Harrison viennent? Ils ont dit qu'ils seraient là pour 19h, ai-je confirmé. Les Harrison étaient des amis de la famille, qui connaissaient mes parents depuis l'université. Thomas et sa femme, Beverly, avaient pour ainsi dire adopté toute notre famille dans leur cercle social, des années auparavant. Tante Paula était la sœur cadette de maman, celle qui apportait toujours des biscuits faits maison à chaque réunion. Ils sont arrivés ensemble, dans un tourbillon de salutations et d'embrassades. Thomas s'est immédiatement lancé dans le récit de sa récente partie de golf, tandis que Beverly complimentait le décor du restaurant. Tante Paula, elle, s'est dirigée directement vers la corbeille à pain. C'est ravissant, a dit Beverly en ajustant son collier de perles. Comment as-tu réussi à avoir une réservation ici? J'ai entendu dire qu'ils sont complets des mois à l'avance. J'ai un client qui possède une partie du groupe de restaurants, ai-je dit. Il me devait une faveur. La tête de Brooke s'est redressée d'un coup. Une faveur? Quel genre de faveur? Le genre où j'ai fait économiser à son entreprise $3 millions en impôts. Tyler a sifflé. Pas mal. La conversation a coulé de source pendant un moment. Nous avons commandé des entrées, des huîtres, des tourteaux au crabe, et quelque chose appelé une capresse déstructurée, qui ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à de la nourriture. Le vin est arrivé, une bouteille que j'avais spécifiquement demandé de leur collection de réserve. Papa a fait une blague sur le fait qu'il faudrait une hypothèque pour se payer un dîner ici, et tout le monde a ri. J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient tous là, disséminés tout au long de mon enfance comme des miettes de pain que je m'étais entraîné à ignorer, les photos de famille où je me tenais légèrement à l'écart, les fêtes où Brooke recevait des cadeaux emballés dans du papier coûteux alors que les miens venaient dans des sacs recyclés, la façon dont les proches marquaient parfois une pause avant de me présenter, comme s'ils se souvenaient de quelque chose d'important à ajouter. Alors, a dit Thomas en faisant tourner son verre de vin. 40 ans. C'est un sacré exploit. Comment vous êtes-vous rencontrés, déjà? Maman et papa ont échangé un regard, le genre que les couples mariés développent au fil des décennies. À la bibliothèque de l'université, a dit papa en s'éclaircissant la gorge. Elle révisait pour un examen de biologie, et j'avais besoin d'aide pour mes devoirs de chimie.
Tu avais besoin de quelqu'un pour faire tes devoirs de chimie, a corrigé maman en souriant. Une question de sémantique. Le téléphone de Brooke a de nouveau vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, puis a regardé Tyler, puis nos parents. Quelque chose est passé entre eux, une communication tacite à laquelle je n'étais pas convié. J'ai une annonce à faire, a dit Brooke soudainement. La table s'est tue. Même les jumeaux, qui se disputaient le dernier morceau de pain, se sont arrêtés pour regarder leur mère. Brooke s'est levé en lissant sa robe. Tyler et moi en avons parlé, et nous avons décidé d'acheter la maison du lac. La maison du lac était une propriété que nos parents possédaient depuis avant ma naissance. Une modeste cabane sur un terrain de 3 acres. Rien d'extraordinaire, mais elle contenait des décennies de souvenirs d'été. Ils essayaient de la vendre depuis 2 ans, espérant utiliser l'argent pour compléter leur retraite. C'est merveilleux, a dit maman, bien que son sourire semblât forcé. Nous n'avions pas réalisé que vous étiez intéressé. Eh bien, nous voulons la garder dans la famille, a dit Tyler. Son insistance sur le dernier mot semblait délibérée. La famille, c'est important, a acquiescé Beverly en levant son verre. J'ai bu une gorgée d'eau, les glaçons cliquetant contre le cristal. Quelque chose se préparait, une pression que je pouvais sentir, mais que je ne pouvais nommer. Brooke n'avait pas fini. Nous allons la rénover, en faire une vraie maison de vacances. Peut-être la louer quand nous ne l'utiliserons pas, ça ressemble à un investissement solide, a dit Thomas. C'en est un, a convenu Brooke. Et en parlant d'investissement, nous avons examiné les finances de maman et papa, pour les aider à préparer l'avenir. J'ai reposé mon verre d'eau. Je ne savais pas que vous faisiez ça. Eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse, a dit Brooke, sa voix prenant un ton sec. Quelqu'un qui comprend vraiment les obligations familiales. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Tante Paula s'est agitée, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous commander nos plats principaux. Mais Brooke était lancé, le visage rouge de vin et de quelque chose d'autre, quelque chose qui couvait depuis des années, apparemment. Vous savez ce que je trouve intéressant, a-t-elle poursuivi. C'est que tu as toujours réussi à te montrer pour les dîners chics, les célébrations. Mais où étais-tu quand papa s'est fait opérer l'année dernière? Quand maman avait besoin d'aide pour vider le garage? J'étais à New York, ai-je dit doucement. Pour le travail. Le travail, a répété Brooke, faisant sonner le mot comme une accusation. Toujours le travail. Toujours trop occupé pour les vraies affaires de famille. Tyler lui a touché le bras. Brooke, peut-être que. Elle l'a repoussé. Non, il faut que ça soit dit. On le pense tous. J'ai regardé autour de la table. Maman fixait son assiette. Papa étudiait l'étiquette du vin comme si elle contenait les secrets de l'univers. Les Harrison et tante Paula arboraient des expressions de profond malaise, pris entre l'envie d'intervenir et la peur d'aggraver les choses. Qu'est-ce qu'il faut dire, exactement? Ai-je demandé. Le rire de Brooke était strident. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu penses que parce que tu gagnes bien ta vie, que tu portes des vêtements chers et que tu t'y connais en vin, tu es meilleur que nous. Mais au final, tu n'es toujours que. Elle s'est interrompue, mais la phrase inachevée était plus bruyante que tout ce qu'elle avait réellement dit. Toujours que quoi, ai-je insisté. Tyler était maintenant debout, la main sur l'épaule de Brooke. Ce que ma femme veut dire, c'est qu'il y a une différence entre faire partie d'une famille et être simplement là. Est-ce que c'est ça qu'elle veut dire? J'ai regardé Brooke. Oui, a-t-il autre chose que tu veux dire? Le restaurant bourdonnait autour de nous. D'autres convives étaient plongés dans leur propre conversation, leur propre drame. Notre serveur s'est approché, puis s'est sagement retiré en voyant l'attention à notre table. Les yeux de Brooke brillaient de larmes. Ou de colère. Ou les deux. Très bien. Tu veux que je le dise. Tu es adopté. Tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. Pas de la manière qui compte. Voilà. La chose que tout le monde avait toujours su, mais n'avait jamais dite ouvertement. La vérité qui avait façonné toute mon existence sans que personne ne la reconnaisse directement. Je sais que je suis adopté, ai-je dit calmement. Je l'ai toujours su. Alors tu devrais comprendre, a poursuivi Brooke, la voix montant, que lorsqu'il s'agit de décisions familiales, de biens familiaux, de tout ce qui touche à la famille, tu n'as pas vraiment ton mot à dire. Tu n'es pas du même sang. Maman a émis un son, entre un hoquet et un sanglot.
Brooke, arrête ça. Pourquoi? C'est la vérité. On a tous marché sur des œufs pendant des années. Elle ne fait pas vraiment partie de notre famille. C'est quelqu'un que vous avez recueilli, quelqu'un pour qui vous avez eu pitié, mais ça n'en fait pas ma sœur. Le serveur est réapparu, attiré par les voix fortes malgré son bon jugement. Est-ce que tout va bien ici? Tout va bien, a dit Tyler rapidement. Juste une discussion de famille. Famille, a répété Brooke en me regardant droit dans les yeux. Tu sais quoi? Je ne pense pas que tu devrais être assise ici. Cette table est pour la famille. La vraie famille. Pas pour les filles adoptées qui pensent avoir leur place. Elle l'a dit assez fort pour que plusieurs tables voisines se tournent pour regarder. Brooke, a dit papa, la voix tendue. Ça suffit. Vraiment? Est-ce que ça suffit vraiment, a rétorqué Brooke. Parce que je garde ça en moi depuis que nous sommes enfants. Toutes ces années à faire semblant que tout était égal, qu'elle était la même que moi. Mais ce n'est pas le cas. Elle ne l'a jamais été. Je me suis levé lentement. Mes mains étaient stables. Ma voix était calme. Tu as raison. Brooke a cligné des yeux, surprise. Quoi? Tu as raison. Je ne suis pas comme toi. Je ne le serai jamais. J'ai pris mon sac à main. Je crois que je vais y aller. Attends, a dit maman en tendant la main vers moi. S'il te plaît, ne pars pas, ce n'est rien, l'ai-je rassuré. Vraiment. Profitez bien de votre dîner. Le sourire de Brooke était triomphant. Bien. Enfin un peu d'honnêteté. J'ai fait un signe de tête au serveur en passant devant lui. Pourriez-vous m'apporter l'addition quand vous aurez un moment? Sa confusion était évidente. L'addition pour cette table? Pour tout le repas. Tout sera sur ma carte. Je me suis dirigé vers le comptoir de l'hôtesse, mes talons claquant sur le sol poli. La réservation était à mon nom. La carte de crédit enregistrée était la mienne. La bouteille de vin qui était en train d'être servie à table, je l'avais commandée de leur collection de réserve pour $400. L'hôtesse a retrouvé la réservation. Réglez-vous la note maintenant ou préférez-vous attendre la fin du repas? La fin du repas, c'est bien. Assurez-vous simplement que tout pour la table 12 soit mis sur ma carte. Elle a hoché la tête, prenant une note sur son ordinateur. Je suis allé au bar et j'ai commandé une coupe de champagne. Le barman était jeune, il travaillait probablement ici pour payer ses études. Il a versé avec expertise, les bulles montant en une formation parfaite. Soirée difficile, a-t-il demandé. Soirée révélatrice, ai-je corrigé. De ma place au bar, je pouvais voir notre table. Le serveur était revenu, prenant les commandes. Brooke était maintenant animée, riant de quelque chose. La tension semblait s'être dissipée, remplacée par le soulagement d'avoir dit ce qu'elle voulait dire, de m'avoir remise à ma place. J'ai siroté mon champagne et j'ai attendu. Le barman a essuyé le comptoir près de moi. Ça fait 3 ans que je travaille ici, a-t-il dit sur un ton de conversation. On voit toutes sortes de drames familiaux dans un endroit comme celui-ci. Des demandes en mariage qui tournent mal, des disputes d'anniversaire, des querelles d'héritage. Mais ce qui se passe là-bas, a-t-il indiqué subtilement en direction de mon ancienne table, c'était autre chose. Vous avez entendu? Difficile de ne pas le faire. Votre sœur a une voix qui porte. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez géré ça avec plus de classe que la plupart des gens ne l'auraient fait. Je n'ai encore rien fait, ai-je dit. Exactement. La plupart des gens auraient fait une scène, jeté un verre, seraient partis en claquant la porte, en s'assurant que tout le monde sache qu'ils étaient la victime. Vous êtes juste parti tranquillement. Il faut plus de force pour faire ça. J'ai réfléchi à ces paroles en regardant Brooke choisir des plats sur le menu. Elle pointait quelque chose, probablement l'entrée la plus chère. Tyler hochait la tête, son malaise antérieur apparemment oublié maintenant que je n'étais plus là pour le lui rappeler. Puis-je vous demander quelque chose, a dit le barman, et dites-moi si je suis indiscret. Allez-y, allez-vous vraiment payer le repas? Parce que si c'est le cas, c'est soit la chose la plus généreuse que j'ai jamais vue, soit le coup de vengeance le plus calculé de tous les temps. J'ai souri dans ma coupe de champagne. Pourquoi ça ne pourrait pas être les deux? Il a ri. Bien vu. Un autre couple s'est approché du bar et il est allé prendre leur commande.
Je suis resté seul avec mes pensées et ma vue sur la table où ma famille célébrait sans moi. L'avantage de la richesse, c'est qu'elle vous donne des options. En grandissant, mes parents avaient eu des difficultés financières. Pas désespérément, mais assez pour que chaque achat nécessite une réflexion. Chaque vacances impliquait des mois d'économie. Brooke et moi avions toutes les deux fréquenté des universités d'État avec des bourses partielles, travaillant à temps partiel pour couvrir ce que l'aide financière ne couvrait pas. Mais j'avais été stratégique. J'avais choisi la finance spécifiquement parce que je comprenais les chiffres, parce que je voyais comment l'argent pouvait créer la liberté ou piéger les gens dans des cycles dont ils ne pouvaient s'échapper. J'avais travaillé des heures exténuantes dans ma première entreprise, pris tous les clients difficiles, et me suis bâti une réputation pour résoudre des problèmes que d'autres analystes ne pouvaient pas résoudre. À 30 ans, je gagnais plus que mes deux parents réunis. À 32 ans, je gérais des portefeuilles pour des clients dont les noms apparaissaient dans Forbes. J'avais gagné chaque dollar grâce à des semaines de travail épuisantes et d'innombrables sacrifices. Personne ne m'avait rien donné. Pourtant, Brooke en avait toujours eu du ressentiment. Elle avait choisi l'enseignement, une profession noble qu'elle aimait, mais qui ne payait pas bien. Tyler travaillait dans la vente, touchant des commissions correctes, mais rien de spectaculaire. Ils avaient les jumeaux, une hypothèque, des paiements de voiture. Ils vivaient d'un salaire à l'autre, avec une marge de manœuvre occasionnelle. J'avais proposé de les aider au fil des ans, discrètement, sans fanfare. Un chèque par-ci pour des frais médicaux imprévus. Une contribution par-là pour le fonds d'études des jumeaux. Je ne l'avais jamais mentionné, jamais attendu de gratitude. La famille s'entraide. Du moins, c'est ce que je pensais. Apparemment, je m'étais trompé sur la signification du mot famille. Le serveur a apporté le premier plat à mon ancienne table. J'ai vu le visage de maman s'illuminer devant ce qui était placé devant elle. Elle n'avait jamais mangé dans un restaurant comme celui-ci avant ce soir. Papa non plus. C'était censé être leur soirée spéciale, un souvenir qu'ils chériraient. Brooke l'avait transformé en toute autre chose. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Beverly Harrison. J'ai eu ton numéro par ta mère il y a des années. J'espère que ça ne te dérange pas que je te contacte. Ce qui s'est passé ce soir était honteux. Thomas et moi partons bientôt, mais nous voulions que tu saches que nous sommes consternés par le comportement de ta sœur. Tu es la bienvenue chez nous à tout moment, et nous le pensons sincèrement. J'ai répondu un rapide merci, surprise de voir à quel point ce message comptait pour moi. Une autre vibration. Celle-ci de tante Paula. Je suis assise ici à regarder ta sœur commander une entrée à $50 après ce qu'elle t'a dit, et je n'ai jamais été aussi dégoûté. Ta mère est hors d'elle, mais elle essaie de ne pas le montrer. Ce n'est pas juste, ma chérie. Rien de tout ça n'est juste. Je n'ai pas répondu à celui-là. Qui avait-il à dire? Le barman est revenu. Une autre coupe, s'il vous plaît. Il a versé, puis s'est appuyé contre le comptoir. Alors, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit, sur le fait que ce soit à la fois généreux et calculé. C'est assez brillant, en fait. Ils ont le repas qu'ils voulaient, mais ils sauront toujours qui l'a payé. Ils se souviendront toujours de cette nuit, mais pas de la manière qu'ils avaient prévue. Vous êtes perspicace pour quelqu'un de si jeune, ai-je observé. 24 ans, a-t-il dit, et je suis en école de commerce, alors j'apprécie la stratégie quand j'en vois. Ce que vous faites, c'est élégant. Ça ne repose pas sur la colère ou le théâtre. Ça existe, tout simplement. Parfois, les meilleures réponses sont celles qui n'ont pas l'air d'être des réponses, ai-je dit. Exactement. Il a de nouveau jeté un coup d'œil à mon ancienne table. À combien pensez-vous que leur note va s'élever? Au bas mot, $1800. Probablement plus près de 2000 s'ils commandent le bon vin. Je pense qu'ils vont commander le bon vin. Il a sifflé doucement. Et vous allez simplement payer? Je vais faire exactement ce que j'ai dit que je ferais, honorer la réservation que j'ai faite, payer le dîner auquel je les ai invités, et démontrer que leur parole sur le fait que je ne fais pas partie de la famille ne diminue en rien mon engagement envers les gens que j'aime. Vos parents? Mes parents, ai-je confirmé. C'était censé être leur soirée. Je ne vais pas laisser Brooke la gâcher complètement. Un serveur s'est approché du bar avec une commande de boisson. Pendant que le barman préparait les cocktails, j'ai pensé à tous les petits moments qui avaient mené à ce soir. Les fêtes d'anniversaire où le gâteau de Brooke était plus grand.
La remise des diplômes ou ses réussites avait été longuement louée, tandis que les miennes avaient été brièvement mentionnées. Les fêtes de fin d'année où ses enfants étaient sous les feux des projecteurs, alors qu'on me posait des questions sur mon travail d'un ton qui suggérait qu'ils étaient simplement polis. Rien de tout cela n'avait été malveillant, exactement, juste une lente accumulation de petits choix qui indiquaient où se situaient les priorités, qui était la vraie fille, et qui n'était que le supplément. Le barman est revenu. Vous savez ce que je pense? Je pense que votre sœur a peur de vous. Cela m'a prise au dépourvu. Peur? Bien sûr. Vous avez tout ce qu'elle aimerait probablement avoir, la sécurité financière, l'indépendance, le succès. Et elle ne peut pas rivaliser avec ça. Alors, elle se rabat sur la seule chose qui, selon elle, lui donne un avantage, la biologie. C'est une observation étonnamment perspicace. Comme je l'ai dit, école de commerce. On étudie le comportement humain, la motivation, la compétition. Votre sœur essaie de gagner un jeu auquel vous ne participez même pas. C'est pour ça qu'elle vous attaque. Elle sait que, sur n'importe quel plan mesurable, vous réussissez mieux qu'elle. Alors, elle déplace les règles du jeu vers quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. J'ai fini mon champagne. Vous réussirez bien dans les affaires. Je l'espère. J'ai environ 60 000 $ de prêts étudiants qui en dépendent. 60 000 $? J'ai sorti mon portefeuille et lui ai tendu ma carte de visite. Envoyez-moi votre CV quand vous aurez votre diplôme. Je suis toujours à la recherche d'analystes brillants. Ses yeux se sont écarquillés. Sérieusement? Je ne fais pas d'offre que je ne tiens pas. Il a pris la carte comme si elle était en or. Merci. Vraiment. C'est la deuxième fois que quelqu'un utilise ce mot ce soir, ai-je dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'applique. Il s'applique quand ce n'est ni attendu ni dû. Il a soigneusement rangé la carte. Contrairement à ce qui se passe à la table 12. J'ai ri malgré moi. Le dîner à la mire n'a pas été rapide. La cuisine ici était dirigée par un lauréat du prix James Beard, qui croyait aux plats successifs, au rythme, à l'art du repas. Les entrées ont cédé la place aux soupes, les soupes aux salades, les salades aux plats principaux. Les Harrison ont commandé le homard thermidor. Tyler a pris le bœuf wagyu. Brooke a choisi le bar du Chili. De mon perchoir au bar, je les ai regardés manger, boire et célébrer. D'autres bouteilles de vin sont apparues. Les cartes des desserts ont été distribuées. Quelqu'un a commandé le soufflé au chocolat, qui nécessitait une commande à l'avance et 20 minutes de préparation supplémentaire. Le barman a rempli ma coupe de champagne. Vous attendez quelqu'un? J'attends quelque chose, ai-je dit. L'addition est arrivée à la table près de 2 heures après que je me sois assise au bar. J'ai vu le serveur la présenter avec panache, le porte-addition en cuir placé précisément au centre de la table. Tyler s'en est saisi le premier. Je l'ai regardé ouvrir le porte-addition, j'ai vu son expression passer du contentement à la confusion, puis à l'alarme. Il a dit quelque chose au serveur, qui a fait un geste vers le bar, vers moi. Toute la table s'est tournée pour regarder. La note finale pour 8 personnes, 3 bouteilles de vin de qualité, plusieurs plats, et divers amuse-gueules et desserts s'élevaient à 2473,60 $, plus le pourboire suggéré. J'ai levé ma coupe de champagne vers eux. Tyler s'avançait maintenant, le porte-addition à la main. Brooke le suivait, le visage rouge. Il y a eu une erreur, a dit Tyler en ouvrant le porte-addition pour me montrer la note détaillée. Ce total est tout à fait exact, ai-je dit. J'ai fait la réservation. La carte de crédit enregistrée est la mienne. Tout ce que vous avez commandé ce soir a été mis sur mon compte. Mais, a balbutié Brooke, tu ne peux pas, je ne peux pas quoi, ai-je demandé. Payer pour le dîner d'anniversaire de ma famille. Sauf que je ne suis pas de la famille, tu te souviens? Je ne suis que la fille adoptée qui n'a pas sa place. La mâchoire de Tyler s'est crispée. C'est ridicule. On ne t'a pas demandé de payer pour ça. Vous ne m'avez pas demandé de partir non plus, ai-je dit. Vous me l'avez dit. Vous avez très clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue à cette table, alors je suis parti. Mais la réservation est restée à mon nom. L'addition est restée ma responsabilité. Le serveur les avait suivis jusqu'au bar, planant, incertain. J'ai sorti mon portefeuille et lui ai tendu mon American Express Platinum. 30% de pourboire, ai-je dit. Le service ce soir était excellent.
Il a pris la carte avec gratitude, clairement soulagé que la situation soit résolue. Merci, madame. Je reviens tout de suite avec votre reçu. Tu ne peux pas faire ça, a dit Brooke, la voix tremblante maintenant. Je ne peux pas faire quoi, ai-je demandé. Être généreuse? Me soucier de l'anniversaire de maman et papa? Vouloir faire quelque chose de gentil? J'ai croisé son regard. Où est-ce que le problème, c'est que je peux le faire, et pas toi? Tyler a sorti son propre portefeuille. On va partager. On va payer notre part. Votre part de quoi, ai-je demandé. Du repas auquel je vous ai invité? De la célébration que j'ai organisée. J'ai secoué la tête. La réservation était à mon nom. J'ai choisi ce restaurant. J'ai sélectionné le vin. J'ai organisé tout ça. Et puis, ta femme a décidé que je n'avais pas ma place. Le barman faisait semblant de polir des verres, mais je savais qu'il écoutait chaque mot. C'est de la manipulation, a sifflé Brooke. C'est toi qui essaies de nous faire passer pour des méchants. Je n'ai pas besoin de vous faire passer pour quoi que ce soit, ai-je dit. Je paie simplement pour le dîner que j'ai organisé et auquel je vous ai invité. Le dîner auquel tu m'as dit que je ne devais pas assister, parce que je ne fais pas vraiment partie de la famille. Le serveur est revenu avec le reçu. Je l'ai signé, j'ai ajouté mon pourboire, et j'ai pris ma copie. Merci d'avoir dîné avec nous ce soir, a-t-il dit. Nous espérons vous revoir bientôt. Je suis sûr que oui, les jeux assuraient. Les mains de Brooke étaient serrées en poing. On ne veut pas de ton argent. On n'a pas besoin de toi. Trop tard, ai-je interrompu. C'est payé. Profitez bien du reste de votre soirée. Je me suis levé pour partir, et c'est là que je l'ai entendu. Un instant, s'il vous plaît. La voix venait de derrière moi. Je me suis retourné pour voir une femme s'approcher, grande et élégante dans un tailleur bordeaux. Elle se déplaçait avec l'autorité de quelqu'un habitué à commander. Je suis Catherine Laurent, a-t-elle dit en tendant la main. Je me suis présenté, et nous nous sommes serrés la main. Sa poignée était ferme, confiante. Je voulais me présenter, a poursuivi Catherine, parce que votre nom est apparu dans notre système de réservation avec une note spéciale. Vous êtes l'analyste financière qui a aidé Richard Callahan avec sa situation fiscale. C'est exact, ai-je confirmé. Richard a dit le plus grand bien de vous. En fait, il m'a appelé personnellement quand vous avez fait cette réservation, pour me demander de m'assurer que vous recevriez notre meilleur service. Elle a fait une pause. Je crois comprendre qu'il y a eu quelques difficultés à votre table ce soir. J'ai jeté un coup d'œil à Brooke et Tyler. Une affaire de famille. Rien qui ne concerne le restaurant. Néanmoins, a dit Catherine, je tiens à vous assurer que l'Amir est fier de créer des expériences exceptionnelles pour ses clients. Tous ses clients. Son insistance était subtile, mais claire. Elle avait assisté à au moins une partie de ce qui s'était passé. Catherine a sorti une carte de la poche de sa veste. Voici mes coordonnées personnelles. Je serai très heureuse de vous inviter à nouveau à dîner, en tant que mon invité. Amenez qui vous voulez. Considérez cela comme un remerciement pour les affaires que vous nous avez apportées par l'intermédiaire de Richard. J'ai pris la carte. C'est très généreux. C'est du bon sens commercial, a-t-elle corrigé avec un sourire. Et peut-être un bon karma. Je crois qu'il faut traiter les gens avec respect, quelles que soient leurs circonstances ou leur histoire. Elle m'a de nouveau serré la main, a fait un signe de tête poli à Brooke et Tyler, et s'est éloignée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle vient de. A commencé Tyler, puis s'est arrêté. M'a donné une invitation personnelle, ai-je terminé. Oui, c'est ça. Le visage de Brooke était devenu pâle. Tu as tout planifié. Tout ça. J'ai planifié un bon dîner d'anniversaire pour nos parents, ai-je dit. C'est toi qui as planifié le reste. Je suis passé devant eux, devant notre table, où maman, papa et les autres regardaient avec diverses expressions de choc et de confusion. Je ne me suis pas arrêté pour expliquer ou dire au revoir. Je suis simplement parti. L'air de la nuit était frais, portant l'odeur salée du porc. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une Mercedes que j'avais achetée l'année dernière, après une prime particulièrement bonne. Les sièges en cuir m'ont accueilli comme un vieil ami. Mon téléphone a vibré avant même que je démarre le moteur. Un texto de maman, s'il te plaît,
reviens. Ce n'est pas juste. J'ai tapé une réponse. Je vous aime tous les deux. Joyeux anniversaire. On se parle bientôt. Un autre texto est arrivé, cette fois de tante Paula. C'était complètement déplacé. Je suis tellement désolé. Puis Thomas Harrison, ta sœur a dépassé les bornes. Beverly et moi voulons que tu saches que nous ne partageons pas ces sentiments. J'ai éteint mon téléphone et je suis rentré chez moi. Mon appartement surplombait la ville, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur les lumières, le mouvement et la vie. J'ai enlevé mes talons, je me suis versé un verre de vin, et je me suis assise dans le noir. Le truc, quand on est adopté, c'est qu'on passe sa vie entière conscient de son altérité. Même dans les familles qui n'en parlent jamais, qui n'en font jamais un problème. On le sait. On le sent dans ses os. Cette connaissance que l'on vient d'ailleurs, que notre histoire d'origine est différente de celle de tous les autres à table. Mes parents avaient toujours été bienveillants à ce sujet. Ils me l'ont dit quand j'avais 5 ans, en utilisant un langage adapté à mon âge, sur à quel point ils m'avaient voulu, à quel point j'étais spécial. Ils ne m'avaient jamais traité différemment de Brooke, n'avaient jamais fait de favoritisme. Mais Brooke, si. Par petites touches au début, puis de manière plus marquée en grandissant, les commentaires sur le fait que je ne ressemblais à personne dans la famille, les questions sur mes vrais parents, les suggestions que je devrais être plus reconnaissante, plus appréciative de ce qu'on m'avait donné. J'avais tout ignoré, me convainquant que ça n'avait pas d'importance. La famille, c'était la famille, me disais-je, la biologie n'était pas tout. Ce soir m'avait prouvé le contraire. Ou peut-être avait-il simplement révélé une vérité que j'évitais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages textes. Maman avait appelé 6 fois, papa 3, tante Paula 2. Les autres venaient de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement d'autres membres de la famille qui avaient entendu parler du drame de la veille. J'ai lu les textos en prenant mon café, maman s'excusant, papa me demandant d'appeler, des accusations selon lesquelles j'avais fait une scène, que j'essayais d'acheter l'affection des gens, que j'avais été vindicative et mesquine. Tyler avait envoyé un seul message, nous devons parler de la situation de la maison du lac. Je l'ai effacé sans répondre. Il y avait un texto qui m'a fait hésiter, cependant, de Beverly Harrison. Ma chère, ce qui s'est passé hier soir était épouvantable. Thomas et moi connaissons ta famille depuis des décennies, et je veux que tu saches que nous ne t'avons jamais considéré autrement que comme un membre à part entière de celle-ci. Le sang ne fait pas la famille. L'amour, si. Et tes parents t'aiment profondément, même si ta sœur a perdu de vue ce qui compte. Appelle-moi quand tu seras prête. Nous devrions déjeuner ensemble. J'ai sauvegardé ce message. Mon téléphone a sonné. Cette fois, j'ai répondu. Tu nous as humiliés, a dit Brooke sans préambule. Devant tout le monde. Devant les Harrison. J'ai payé votre dîner, ai-je dit. Tu nous as fait passer pour des profiteurs. Comme si on ne pouvait pas se payer notre propre repas. Le pouviez-vous, ai-je demandé. Pouviez-vous vous permettre un dîner à $2000 à la mire? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je poursuivi. Vous vouliez l'expérience, le prestige, la célébration dans un restaurant exclusif, mais vous ne vouliez pas reconnaître qu'il avait rendu possible. On serait allé ailleurs, a insisté Brooke. Un endroit qu'on pouvait se permettre. Alors tu aurais dû organiser le dîner toi-même, ai-je dit. Tu aurais dû faire la réservation, choisir le restaurant, tout organiser. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as laissé faire. Et puis, tu as décidé que je ne méritais pas d'y être. Tu ne comprends pas, a dit Brooke. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Tu veux les avantages d'avoir une sœur qui réussit, sans avoir à la traiter comme une sœur. Tu veux mon argent, mes relations, mon aide avec les finances de maman et papa. Mais tu ne veux pas t'asseoir à la même table que moi. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Brooke. Je l'ai appris quand j'avais 5 ans, et que tu m'as dit que je ne comptais pas dans notre fausse famille parce que je n'étais pas une vraie sœur. Tu te souviens de ça? Tu avais 7 ans, et tu l'as dit juste devant maman. Silence. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai une réunion. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon de travail et d'appels familiaux soigneusement évités. J'ai tout laissé aller sur la messagerie vocale,
ne répondant que par texto pour assurer à tout le monde que j'allais bien et que j'avais besoin d'espace. Le vendredi, j'ai reçu un email de mon avocat, William Foster. Il s'occupait de quelques petites questions de planification successorale pour moi, rien de majeur. L'objet était « Situation de la maison du lac ». Je l'ai ouvert avec appréhension. J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui de Tyler Morrison, votre beau-frère. Il m'a informé que lui et votre sœur, Brooke, sont en train d'acheter une propriété à vos parents, une maison au bord d'un lac que je crois que vous connaissez bien. Il voulait savoir si vous aviez l'intention de contester la vente pour quelque raison que ce soit. Je lui ai dit que je devais d'abord vous parler avant de faire le moindre commentaire. Veuillez m'appeler dès que possible. J'ai appelé William immédiatement. Je ne savais pas que cette propriété était même en vente pour les membres de la famille, a dit William après que nous ayons échangé des politesses. Vos parents ne l'ont pas mentionné. Ils ont mentionné que Brooke et Tyler étaient intéressés, ai-je dit. Je ne savais pas que ça avait progressé au point de véritables négociations d'achat. Selon Tyler, il prévoit de conclure la vente d'ici un mois. Il semblait très préoccupé de savoir si vous pourriez avoir des objections légales. Pourquoi en aurais-je? C'est ce que je lui ai demandé. Il a été un peu vague, mais il a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des complications familiales. Compte tenu de notre conversation, je suppose que cela est lié à votre statut d'adopté. J'ai mis William au courant de l'incident du restaurant. Il est resté silencieux un long moment. Je vois. Eh bien, légalement parlant, votre adoption vous accorde les mêmes droits que n'importe quel enfant biologique. Si vos parents choisissent de vendre une propriété à un enfant et de ne pas l'offrir aux autres, c'est leur prérogative. Cependant, s'il y a des préoccupations concernant l'exploitation des personnes âgées ou une influence indue. Il n'y a rien de tout ça, ai-je interrompu. Mes parents veulent aider Brooke et Tyler. La maison du lac a besoin de travaux qu'ils ne peuvent pas se permettre. Je comprends la logique. Mais ça vous dérange. Ça me dérange qu'ils l'achètent en dessous de la valeur du marché, tout en me disant simultanément que je ne fais pas vraiment partie de la famille. Ah, a dit William. C'est une toute autre question. Il ne s'agit pas de droit. Il s'agit d'équité et de justice, ce dont la loi ne se soucie pas particulièrement. Non, ai-je convenu, ce n'est pas le cas. Mais peut-être que ma famille devrait s'en soucier. Après avoir raccroché avec William, je suis resté assise dans mon bureau à réfléchir à la maison du lac. J'y avais passé tous mes étés d'enfance. Brooke et moi avions appris à nager depuis le ponton, avions attrapé des grenouilles dans les bas-fonds, et avions fait griller des guimauves sur des feux de camp jusqu'à en être malade. La maison elle-même ne valait pas grand-chose. Le terrain, en revanche, se trouvait sur un front de mer de premier choix, dans une région qui n'avait cessé de prendre de la valeur au fil des ans. Mes parents la vendaient à Brooke et Tyler pour $60 000. La valeur marchande était plus proche de $200 000. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Le lundi matin, j'avais un plan. J'ai d'abord appelé mes parents. Ma chérie, a dit papa quand il a répondu, le soulagement évident dans sa voix. On a essayé de te joindre. Je sais, ai-je dit. J'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Ce que ta sœur a dit était inacceptable, a ajouté maman. Ton père et moi le lui avons bien fait comprendre. Vraiment, ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Bien sûr que oui, a dit papa. Tu es notre fille. L'adoption ne change rien à ça. Ça n'a jamais rien changé. Papa, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Toujours. Quand maman et toi avez décidé de m'adopter, était-ce parce que vous vouliez un autre enfant, ou parce que vous vous sentiez obligé? La pause qui a suivi m'a tout dit. Ta mère ne pouvait plus avoir d'enfant après Brooke, a finalement dit papa. Il y a eu des complications. On avait toujours voulu une grande famille, alors on s'est tourné vers l'adoption. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Une autre pause. Plus longue cette fois. Ta mère biologique était la cousine de ta mère, a dit papa doucement. Elle avait 17 ans quand elle est tombée enceinte. Ses parents voulaient qu'elle t'abandonne, pour qu'elle puisse continuer sa vie. Ta mère et moi essayions d'avoir un autre bébé depuis 2 ans à ce moment-là. Ça semblait être le destin. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Donc, c'était une obligation. Une obligation familiale. C'était de l'amour, a protesté papa.
On t'a aimé dès l'instant où on t'a rencontré. Les circonstances de ton arrivée ne changent rien à ça. Est-ce que Brooke est au courant que ma mère biologique est la cousine de maman? Oui, a admis papa. Elle l'a découvert quand elle avait 17 ans. Elle fouillait dans de vieux papiers dans le grenier et elle a trouvé les dossiers d'adoption. Et vous n'avez jamais pensé à me le dire? On allait le faire, a dit maman doucement. On attendait le bon moment. J'ai 32 ans, ai-je dit. Quand exactement le bon moment allait-il se présenter? Personne n'a répondu. Je dois y aller, ai-je dit. Dis à maman que je l'aime. Je vous aime tous les deux, mais j'ai besoin d'espace en ce moment. S'il te plaît, ne nous exclus pas, a dit papa. On est désolé pour tout ça. Je sais que vous l'êtes. J'ai raccroché et je suis restée assise dans le silence de mon bureau, à regarder la ville en contrebas. Ma mère biologique était la cousine de maman, ce qui signifiait que maman n'était pas seulement ma mère adoptive, elle était ma cousine germaine, au 2e degré. Nous étions parentes par le sang, après tout. Lointainement, peut-être, mais liées. Et Brooke le savait depuis qu'elle avait 17 ans. Elle savait que nous étions en fait liés par le sang, même de loin, et elle avait quand même décidé que je ne comptais pas. J'ai repris le téléphone et j'ai appelé William. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, ai-je dit. Je vous écoute. Je veux que vous fassiez une offre sur la maison du lac. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Mes parents la vendent à Brooke et Tyler pour 60 000 $. Je veux leur offrir 150 000 $ en espèces, avec une date de clôture dans 2 semaines. Vos parents pourraient ne pas accepter. Ils le feront, si je leur dis qu'ils peuvent y séjourner quand ils le veulent, gratuitement, qu'ils auront une invitation permanente, sans poser de questions, et que je m'occuperai de tout l'entretien. Et s'ils disent toujours non, alors je saurai où j'en suis. Mais s'ils disent oui, je veux que vous ajoutiez une condition supplémentaire. Laquelle? Je veux qu'ils utilisent les 90 000 $ supplémentaires pour créer un fonds en fiducie pour ma mère biologique, si elle préfère. Un cadeau pour l'aider avec tout ce dont elle pourrait avoir besoin. William est resté silencieux. C'est remarquablement généreux, compte tenu des circonstances. Elle avait 17 ans et subissait la pression de sa famille. Elle mérite mieux que ce qu'elle a eu. Très bien, a dit William. Je vais rédiger l'offre. Dois-je mentionner que ça vient de vous, a demandé William. Pas au début, ai-je dit. Présentez-la comme venant d'un acheteur intéressé qui a appris que la propriété était à vendre. Donnez-leur 48 heures pour décider. S'ils demandent si c'est moi, soyez honnête. Mais voyons ce qu'ils feront quand ils penseront que c'est juste une décision financière. Vous les mettez à l'épreuve. Je leur donne un choix. Il y a une différence. L'offre a été envoyée le mardi matin. Le mercredi après-midi, j'avais ma réponse. Mes parents ont appelé, mais ils n'ont pas accepté immédiatement. Ils voulaient me rencontrer. Nous nous sommes assis dans un café près de chez eux, nous trois autour d'une petite table. Les mains de maman étaient enroulées autour de sa tasse comme si elle avait besoin de sa chaleur. Papa avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, des rides de fatigue marquant son front. Nous savons que l'offre vient de toi, a dit maman doucement. William ne l'a pas confirmé, mais nous le savons. Je n'ai pas nié. Et nous voulons comprendre pourquoi, a dit papa. Pourquoi tu offrirais autant plus que Brooke et Tyler, alors que tu savais qu'ils la voulaient? Parce que c'est un bon investissement, ai-je dit. Parce que la propriété vaut plus de 60 000 $. Parce que vous méritez la juste valeur marchande pour quelque chose que vous possédez depuis 40 ans. Mais tu savais que ça blesserait ta sœur, a dit maman. Ma sœur m'a blessé en premier. Elle a clairement fait savoir que je ne faisais pas vraiment partie de la famille, alors je traite ça comme une affaire, ce qui est apparemment la seule chose pour laquelle je suis doué. Ils sont restés silencieux un long moment. Si nous acceptons ton offre, a dit lentement papa, qu'adviendra-t-il de notre relation avec Brooke? C'est entre vous et Brooke. Je n'essaie pas de nuire à votre relation avec elle. Je fais simplement une offre compétitive sur une propriété qui était à vendre. Les yeux de maman étaient rouges. On a l'impression de choisir entre nos filles. Ce n'est pas le cas. Vous choisissez entre une offre inférieure au marché et une offre juste. Le fait que vos filles aient fait ces offres ne change rien à la réalité financière. Papa s'est éclairci la gorge. William a mentionné le fonds en fiducie pour ta mère biologique. Ça fait partie de mon offre, oui.
La différence entre ce que Brooke payait et ce que j'offre va directement aider quelqu'un qui a beaucoup sacrifié pour que je puisse être là. C'est incroyablement attentionné, a dit maman, la voix légèrement brisée. C'est la bonne chose à faire. Nous sommes restés assis en silence, buvant un café qui avait tiédi. Finalement, papa a parlé. Nous acceptons ton offre. Pas à cause de l'argent, bien que cela nous aidera considérablement, mais parce que tu nous as montré quelque chose aujourd'hui. Tu nous as montré que même quand tu es blessé, même quand tu es en colère, tu penses aux autres. Tu as inclus ta mère biologique dans tout ça, tu t'es assuré qu'elle en bénéficierait. C'est qui tu es. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Maman a tendu la main sur la table et a pris la mienne. On est désolé pour tout. Pour ne pas t'avoir parlé plus tôt de ta mère biologique. Pour ne pas avoir tenu tête plus fermement à Brooke au fil des ans. Pour t'avoir laissé sentir que tu devais prouver que tu méritais d'être notre fille. Tu n'as jamais eu à prouver quoi que ce soit, a ajouté papa. Tu as toujours été suffisante. Toujours. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai gardé une voix stable. J'apprécie, mais vous devez savoir que Brooke va être furieuse. Ça va causer des problèmes. Qu'il en soit ainsi, a dit fermement papa. Certains problèmes doivent éclater. Certaines conversations auraient dû avoir lieu il y a des années. Nous avons fini notre café et signé les papiers que William avait préparés. Mes parents ont accepté l'offre, en sachant officiellement qui la faisait et pourquoi. Ils m'ont appelé eux-mêmes plus tard dans la journée, papa au haut-parleur avec maman qui écoutait. Nous voulions t'appeler personnellement, a commencé papa, pour te faire savoir que la vente de la maison du lac a été finalisée. Félicitations, ai-je dit prudemment. Nous savons que tu as fait l'offre, a dit maman. Et nous l'avons accepté en sachant que c'était toi. Nous voulions que tu le comprennes. J'apprécie votre honnêteté. Nous voulions aussi que tu saches, a poursuivi papa, que nous sommes reconnaissants pour le prix juste, pour avoir pensé à ta mère biologique, pour avoir géré tout ça avec une telle maturité alors que tu avais toutes les raisons d'être en colère. J'étais en colère, ai-je admis. Je le suis encore parfois. Mais la colère n'aide personne. Non, a convenu maman. Ce n'est pas le cas. On va parler à Brooke aujourd'hui, a dit papa. Lui expliquer notre décision. Ça ne sera pas facile. Je ne vous envie pas cette conversation. Elle a besoin d'entendre des vérités difficiles, a dit papa. On a toléré son comportement pendant trop longtemps. Ça s'arrête maintenant. Nous avons parlé quelques minutes de plus de la logistique et des dates de clôture. Ils m'ont remercié à nouveau. Je les ai remerciés de m'avoir élevé. Nous nous sommes dit au revoir, en comprenant que la guérison prendrait du temps. Après avoir raccroché, je me suis senti plus légère, comme si un poids que je portais depuis 32 ans avait enfin été déposé. J'ai rappelé William. Ils ont accepté, ai-je dit. Continuons avec la clôture. Et William, assurez-vous que ce fonds en fiducie pour ma mère biologique soit mis en place exactement comme je l'ai spécifié, anonyme, substantiel, et accessible chaque fois qu'elle en aura besoin. Considérez que c'est fait. Pour ce que ça vaut, je pense que vous gérez ça avec une grâce remarquable. Je gère ça de la seule manière que je connaisse, ai-je dit. En étant meilleur que ce qu'ils attendaient. La clôture a eu lieu 2 semaines plus tard. Mes parents ont signé les papiers au bureau de William, après avoir déjà tout discuté avec moi. La propriété a été transférée à une fiducie que j'avais créée, une qui leur donnait des droits d'utilisation à vie tout en protégeant l'actif. La fiducie était maintenant structurée ouvertement, avec mon nom clairement attaché. Plus d'entités corporatives ou d'identités cachées. Si quelqu'un demandait qui possédait la maison du lac, la réponse serait simple. C'était moi. Le matin après la clôture, je me suis réveillé en trouvant un email de William avec des photos en pièces jointes. Il était passé en voiture devant la maison du lac pendant le week-end, curieux de voir la propriété en personne. Les images montraient exactement ce dont je me souvenais, un revêtement en cèdre patiné, un ponton qui penche légèrement vers la gauche, la brume matinale s'élevant de l'eau. J'ai transféré les photos à un entrepreneur avec qui j'avais travaillé sur un autre bien d'investissement. En 3 heures, j'avais un devis pour des rénovations, nouveau toit, électricité mise à jour, plomberie moderne, sol refait. 28 000 $ pour la mettre aux normes actuelles tout en préservant son charme rustique. J'ai immédiatement approuvé les travaux. Mon assistante, Sarah, a remarqué les papiers sur mon bureau lors de notre réunion de l'après-midi.
Nouvelle propriété d'investissement, a-t-elle demandé. Au bord de l'eau. Ça a l'air magnifique. Usage personnel ou revenu locatif? Usage familial principalement, ai-je dit, avec un potentiel de location plus tard. Elle a pris des notes sur sa tablette. Vous voulez que je crée un compte de gestion immobilière pour ça? Pas encore. Je m'occuperai personnellement des premiers travaux. Après le départ de Sarah, je suis resté assise à regarder ces photos pendant un long moment. La maison représentait plus qu'une simple valeur immobilière ou une stratégie d'investissement. C'était la preuve tangible de quelque chose que j'essayais d'articuler toute ma vie. J'avais ma place. Pas à cause du sang, des papiers d'adoption ou des arbres généalogiques, mais parce que j'avais choisi d'avoir ma place, que j'avais travaillé pour maintenir des liens même quand ils étaient difficiles, que j'avais investi mon temps, mon argent et mon énergie dans des gens qui se demandaient parfois si je méritais d'être investi. La maison du lac était à moi maintenant, légalement et complètement. Mais contrairement à Brooke, je comprenais que la propriété n'était pas une question d'exclusion. C'était une question de gérance, de préserver quelque chose pour les gens qu'on aime, même quand ils vous blessent. J'ai appelé directement l'entrepreneur. Je veux ajouter quelque chose au projet. Il y a une véranda grillagée sur le côté nord qui a besoin d'être reconstruite, et je veux installer un foyer extérieur près de l'eau, quelque chose d'assez grand pour les réunions de famille élargies. Il m'a fait un devis de $8 000 supplémentaires. J'ai approuvé sans hésiter. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant la maison de maman et papa en rentrant du travail. Leur lumière était allumée, le camion de papa dans l'allée à côté de la berline de maman. J'ai failli m'arrêter, failli entrer pour tout leur dire, mais je ne l'ai pas fait. Certaines choses devaient se dérouler à leur propre rythme. Au lieu de ça, je suis rentré chez moi et j'ai rédigé un email à la société de gestion immobilière que j'engagerai éventuellement, des directives pour les périodes de location, les structures tarifaires, les protocoles d'entretien. J'ai précisé que certaines semaines seraient bloquées en permanence, les 2 dernières semaines de juillet, la semaine de Thanksgiving, et la semaine entre Noël et le Nouvel An. Du temps en famille, si mes parents le voulaient. Une notification est apparue sur mon téléphone. Le barman de la Mire, dont j'avais appris qu'il s'appelait Kevin, m'avait envoyé son CV avec une note, je n'aurai mon diplôme qu'en mai, mais je voulais que vous l'ayez au cas où l'offre serait sérieuse. Je maintiens actuellement une moyenne de 3,8 tout en travaillant 30 heures par semaine. Référence disponible sur demande. Je l'ai transféré à Sarah avec une note, candidat prometteur pour le poste d'analyste junior. Entretiennons-le quand il aura son diplôme. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai quand même répondu. Ici Catherine Laurent de la Mire. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Pas du tout. Comment puis-je vous aider? Je voulais donner suite à mon offre de la semaine dernière, le dîner privé en tant que mon invité. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé ce soir-là, et j'aimerais me faire pardonner pour le malaise que vous avez ressenti dans mon établissement. C'est gentil, mais inutile, ai-je dit. La situation n'était pas la faute du restaurant. Peut-être pas, a dit Catherine, mais la Mire est fière d'être un sanctuaire loin des difficultés de la vie, pas une scène pour elle. J'aimerais vous offrir un dîner pour 4, le soir de votre choix. Entièrement gratuit. Amenez des amis, des collègues, qui vous voulez. J'y ai réfléchi. Pourrais-je amener mes parents? Juste eux, personne d'autre. Bien sûr, a-t-elle dit. Ce serait charmant. Alors j'accepte. Merci. Après que nous ayons convenu d'une date, 3 semaines plus tard, Catherine a demandé, puis-je dire quelque chose officieusement? Je vous en prie. Je possède des restaurants depuis 23 ans. J'ai vu d'innombrables dynamiques familiales se jouer à mes tables. Ce que vous avez fait ce soir-là, payer leur dîner après la façon dont ils vous ont traité, ça a demandé un caractère remarquable. La plupart des gens auraient annulé la réservation, les auraient laissés avec une addition qu'ils ne pouvaient pas payer, ou auraient fait une scène. Vous n'avez rien fait de tout ça. Je ne suis pas sûr de mériter des éloges pour une décence de base, ai-je dit. La décence de base aurait été de partir et de ne jamais regarder en arrière, a répondu Catherine. Vous avez fait preuve de grâce sous la pression. C'est différent, et bien plus rare. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de mon appartement et j'ai pensé à la grâce, au choix de la gentillesse quand la cruauté aurait été plus facile, au maintien de la dignité quand tout en vous voulait exploser. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois un texto d'un numéro que je reconnaissais mais que j'entendais rarement.
Ma mère biologique. Ton père m'a dit ce que tu as fait avec le fonds en fiducie. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais rien attendu de toi, je n'ai jamais voulu compliquer ta vie, mais ce cadeau signifie plus que tu ne pourrais l'imaginer. Merci, il ne semble pas adéquat, mais merci. J'ai fixé ce message pendant plusieurs minutes avant de répondre. Tu m'as donné la vie quand tu n'y étais pas obligé. Tu as fait un choix impossible à 16 ans pour que je puisse avoir une chance de vivre quelque chose de mieux. Ça ne commence même pas à rembourser ça, mais j'espère que ça aidera. Sa réponse est venue rapidement. Tu ne me dois rien, mais je suis reconnaissante chaque jour que tu existes. Tes parents m'ont envoyé des nouvelles au fil des ans, des photos et des bulletins scolaires. Je t'ai vu grandir de loin et je n'ai ressenti que de la fierté. J'espère qu'un jour nous pourrons nous rencontrer correctement, si tu le souhaites. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu. Nous avons échangé quelques messages de plus, sondant prudemment les limites de cette nouvelle connexion. Elle m'a dit qu'elle vivait à 2 États de distance, s'était mariée à 28 ans, et avait 2 autres enfants qui ne connaissaient pas encore mon existence. Elle travaillait comme infirmière, aimait les romans policiers, et s'était toujours demandé si j'avais hérité de son aptitude pour les mathématiques. J'ai toujours été doué pour les chiffres, a-t-elle écrit, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard, ai-je tapé en retour. Le fonds en fiducie prévoit des dispositions pour l'éducation, si tu veux poursuivre quelque chose. Tu as pensé à tout. J'ai essayé. Brooke l'a appris le jour même de la finalisation de la vente. Quand mes parents se sont assis avec elle et Tyler pour expliquer leur décision, elle m'a appelé en hurlant. Tu l'as acheté. Tu as acheté la maison du lac sous notre nez. J'ai acheté une propriété qui était à vendre, ai-je corrigé. Votre offre était trop basse. La mienne était compétitive avec la valeur du marché. C'est une vengeance. C'est toi qui nous punis pour ce qui s'est passé au restaurant. C'est moi qui fais un bon investissement. La propriété a été évaluée à $200 000. J'ai payé $150 000. C'est une bonne affaire. Mais tu savais qu'on la voulait. Tu savais que maman et papa nous la vendaient. Ils la vendaient à celui qui faisait la meilleure offre. Tu as fait la meilleure offre avec de l'argent que tu n'aurais même pas eu si nos parents ne t'avaient pas adopté, a hurlé Brooke. Je leur dois de l'amour et du respect, ce que je leur ai donné toute ma vie, ai-je dit. Je ne leur dois pas mon avenir financier, et je ne te dois certainement rien du tout. C'est malsain. Tout ça est malsain. Tu es malsaine. Je suis pragmatique, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle m'a raccroché au nez. Tyler a appelé 1 heure plus tard, son approche plus mesurée. Nous devons trouver une solution. Brooke est très contrariée. J'en suis consciente. Nous avions des projets pour cette propriété. On avait déjà commencé à parler à des entrepreneurs pour des rénovations. Les projets ne sont pas des contrats. Vous n'aviez pas conclu la vente. Quelqu'un d'autre a fait une meilleure offre. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire toi. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un avec les moyens financiers et l'intérêt pour l'achat d'une propriété au bord de l'eau, ai-je dit. Oui. Que veux-tu, a demandé Tyler. Des excuses. Très bien. On est désolé. Brooke est désolé. On n'aurait pas dû dire ces choses. Vous n'êtes pas désolé, ai-je dit doucement. Vous êtes en colère qu'il y ait des conséquences. Ce n'est pas la même chose. Alors quoi? Tu vas juste garder la maison? Ne jamais nous laisser l'utiliser. Maman et papa peuvent l'utiliser quand ils le veulent. Ils l'ont par écrit. S'ils choisissent de vous inviter, c'est leur décision. C'est cruel. Ce qui serait cruel, ce serait de brûler la maison pour que personne ne puisse la voir. Ce qui serait cruel, ce serait de la vendre à des étrangers qui interdisent l'accès à tout le monde. Je préserve un bien familial et je m'assure que nos parents en bénéficient financièrement et pratiquement. Ce n'est pas cruel. C'est responsable. Tyler est resté silencieux un long moment. Brooke avait raison sur toi, a-t-il finalement dit. Tu te crois meilleur que nous. Non, ai-je répondu. Je pense que je suis plus intelligente que vous ne le pensiez. Il y a une différence. J'ai raccroché et j'ai bloqué leurs 2 numéros. Les textos d'autres membres de la famille ont commencé à arriver au cours des jours suivants. Tante Paula a soutenu ma décision. Les Harrison ont envoyé un message de félicitations sur mon sens de l'immobilier.
des cousins éloignés que je connaissais à peine ont envoyé des messages allant du soutien à l'accusation. Mes parents ont appelé une fois de plus, ensemble. On sait que c'était toi, a dit maman. William ne nous l'a pas dit, mais on l'a deviné. Êtes-vous fâché, ai-je demandé. Non, a dit papa. On est reconnaissant, et on a honte. Vous n'avez pas à avoir honte. Si, on le doit, a insisté maman. On a laissé l'attitude de Brooke s'envenimer pendant trop longtemps. On a trouvé des excuses, on s'est dit que ça s'arrangerait avec le temps, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, ça a empiré. Papa s'est éclairci la gorge. On va fixer des limites, des vraies. Ça inclut la façon dont Brooke te parle, comment elle te traite, et comment elle nous implique dans ses attentes financières. J'apprécie, ai-je dit, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez régler du jour au lendemain. On sait, a répondu maman, mais on veut essayer. Nous avons parlé pendant près d'une heure des rénovations de la maison du lac, du dîner à la mire, de toutes les choses qui n'avaient pas été dites pendant des années. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la paix. Les rénovations ont commencé la semaine suivante. Je suis allé en voiture à la maison du lac un samedi matin pour rencontrer l'entrepreneur et passer en revue le projet en personne. L'air sentait le pin, l'eau et la terre humide. Debout sur le ponton, je pouvais entendre les échos des rires de l'enfance. Brooke et moi courant jusqu'au bout des planches. Papa nous apprenant à appâter des hameçons. Maman nous appelant quand le soleil descendait trop bas. L'entrepreneur a détaillé les délais et les matériaux. J'ai signé les permis et les acomptes. Nous nous sommes serrés la main. Sur le chemin du retour vers la ville, j'ai pensé à la façon dont la propriété avait changé quelque chose en moi. Pas de manière avide, mais de manière ancrée. Cet endroit n'était plus un point de discorde. C'était quelque chose que je pouvais protéger. Le travail s'est installé dans un rythme confortable, clients, réunions, séances de stratégie. Kevin a obtenu son diplôme en mai et a rejoint mon entreprise cet été-là. Il s'est avéré tout aussi brillant que je l'avais soupçonné. Un après-midi, Sarah a passé la tête dans mon bureau. Tes parents sont au téléphone. J'ai souri. Passe-les-moi. Ils appelaient pour me parler du dîner que Catherine avait organisé à la mire. Comment le personnel les avait traités comme des rois. Comment maman avait goûté des huîtres pour la première fois. Comment papa ne pouvait s'arrêter de parler de l'accord Mets-Vin. C'était la plus belle soirée que nous ayons passée depuis des années, a dit maman. Merci de l'avoir rendue possible. Je suis contente que vous ayez apprécié, ai-je répondu. Vous le méritiez. Au fil des mois, l'acuité du conflit s'est estompée. Brooke est restée distante. Tyler a complètement cessé d'appeler. J'ai eu des nouvelles par mes parents, prudentes et filtrées. Les rénovations de la maison du lac se sont terminées au début de l'automne. La véranda grillagée donnait sur l'eau, large et accueillante. Le foyer se trouvait juste au-delà de la lisière des arbres, des pierres disposées en un cercle parfait. J'ai invité mes parents pour un week-end. Nous nous sommes assis près du feu ce premier soir, enveloppés dans des couvertures, regardant les étincelles dériver dans le ciel sombre. Cet endroit semble le même, a dit maman doucement, mais en mieux. Il est toujours à vous, lui ai-je dit. Il le sera toujours. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. On n'aurait jamais dû te laisser sentir que tu devais mériter ta place parmi nous. Je sais, ai-je dit. Mais on est là maintenant. Papa a attisé le feu avec un bâton. Ta sœur n'a pas demandé à venir. Ce n'est pas grave, ai-je répondu. Ça ne doit pas être un champ de bataille. Nous avons parlé tard dans la nuit du pardon, des erreurs, des manières silencieuses dont les gens se blessent sans le vouloir. Le printemps suivant, ma mère biologique m'a rendu visite pour la première fois. Nous nous sommes rencontrés à mi-chemin, dans une petite ville où aucune de nous n'avait d'attache. Elle avait l'air nerveuse en entrant dans le café. Je l'étais aussi. Mais quand elle a souri, quelque chose en moi s'est apaisé. Nous avons parlé pendant des heures de sa vie, de la mienne, des choix, des regrets et de l'espoir. Quand nous nous sommes étreintes pour nous dire au revoir, ce n'était pas gênant. C'était doux, réel. Cet été-là, j'ai organisé une petite réunion à la maison du lac. Juste mes parents, tante Paula, et les Harrison. Pas de tension, pas de sous-entendu, juste des rires, des repas partagés et des histoires. Brooke n'est pas venue. Elle n'était pas invitée. Pas par dépit, mais par nécessité.
Les limites devaient signifier quelque chose. Debout sur le ponton au coucher du soleil, j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille ne se définit pas par ceux qui vous réclament quand c'est pratique. Elle se définit par ceux qui vous respectent quand c'est difficile. J'avais passé des années à essayer de prouver que j'avais ma place.